Un client partait avec ma chaîne stéréo, madame qui est ici, et elle me payait plus tard. Ça, c'était une vente à crédit. Puis il existait le contraire, vous rappelez-vous? Le contraire d'une vente à crédit. Si une vente à crédit, c'est plate pour un commerçant, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui est drôlement le fun pour un commerçant. C'est rare, par exemple. Là. C'est le client qui te paye puis qui part même pas avec le stock. Tu sais, c'est zéro risque. Là. Le gars, il dit, moi, là, il dit, je la veux, puis je lui avais dit, c'est ma dernière. Je sais pas si je. Il dit, je veux la chaîne stéréo, mais je peux pas l'acheter aujourd'hui, j'ai pas de place dans l'auto pour l'amener. Ben, désolé, c'est ma dernière, là, ça se peut que quand tu reviendras, il n'y en aura plus. Je la veux, je te paye tout de suite, puis je la reprendrai plus tard. Fait qu'il me la paye, puis il part même pas avec. Je l'ai encore dans le stock. Puis là, on arrive en fin d'année. Fait que là, je me ramasse en fin d'année avec une chaîne stéréo pour laquelle j'ai encaissé le produit de vente, puis pour lequel la chaîne stéréo est encore dans l'inventaire. Il n'est pas venu la chercher. Donc, j'avais demandé, selon les grands principes de comptabilité d'exercice, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça? Vous rappelez-vous? Ce n'est pas imposable. Ça s'appelle un revenu perçu d'avance. Ce n'est pas imposable. Pourtant, quand on était dans les articles d'inclusion, on avait un article qui était 12.1a qui disait j'impose toute somme reçue, qui ne fait pas dans la nuance. Toute somme reçue était ramassée par cet article-là. Donc, malheureusement, même si ce n'est pas logique comme résultat, le fait que cette personne-là m'ait donné 400 dollars pour ma chaîne stéréo puis qu'il soit même pas parti avec, ça a été attrapé par l'article d'inclusion. Donc aujourd'hui, l'article de déduction qui m'intéresse, qui est ici, ça va être pour faire le moins 400. On va venir sortir ce 400 $-là du revenu d'entreprise parce qu'il n'y a pas lieu de s'imposer. Donc, plus 400, moins 400, vous devinez ce que ça va donner comme résultat. Il n'y a pas lieu de s'imposer sur une vente perçue d'avance. Donc, c'est ce qui est 324, ça s'appelle provision relative à certaines marchandises ou services non gagnés. Donc, ça vise exactement ce que je viens de vous dire. Une déduction est permise, je vais juste souligner les mots importants, pour les sommes reçues, pour des marchandises non livrées. C'est pas mal de ça dont on parle. J'ai encaissé l'argent, mais je n'ai pas livré la marchandise ou je n'ai pas rendu le service, si je suis une entreprise de service. Donc, c'est pour arriver à un résultat conforme à la comptabilité d'exercice, qui est de ne pas imposer les revenus perçus d'avance, sachant malheureusement qu'un article l'a attrapé. Ici, suivante. Encore une fois, est déductible une provision ou une dépense estimative. Cette fois-ci, c'est relié à des ventes à crédit. Donc, je reviens à l'exemple de madame ici. Certaines ventes à crédit, bien particulières. Parce qu'une vente à crédit, c'est supposé être imposable. Donc, pourquoi il y aurait une déduction, à part les mauvaises créances dont on vient de parler, mais ce n'est pas ça que je vais vous parler en ce moment. Pour certaines ventes à crédit très particulières, il y aurait lieu de ne pas les imposer. Et là, vous m'avez bien écouté, des ventes à crédit, depuis tantôt que je vous dis que c'est imposable, il y a certaines ventes à crédit, certaines, qu'on accepterait de ne pas imposer tout de suite. Vous devinez qu'on va reporter ça. Avez-vous une petite idée? Mettez-vous dans la peau d'un commerçant. Y aurait-il certaines ventes à crédit qui pourraient un peu échapper à la règle générale qui veut que ça soit imposable? Y aurait-il certains contextes où vous vous dites, il me semble que c'est sévère d'imposer quelqu'un sur ce genre de vente-là? C'est si l'argent est dû au commerçant très loin dans le temps. Et le législateur a coupé ou a mis ses limites, il a mis 2 ans. Le législateur, il dit, si un commerçant vend un bien, puis que dans le contrat, c'est prévu avec l'acheteur, je vais vous souligner les mots importants, là, je finis mon histoire, c'est prévu avec l'acheteur que cet acheteur-là ne vous doit pas une scène avant les 2 premières années. C'est prévu, là. Fait que dans les 2 premières années, il ne viendra pas payer. Dans le contrat, il ne doit rien dans les 2 premières années. Puis il va se mettre à venir payer à l'année 3, l'année 4, l'année 5. Ben, si on vous imposait là-dessus, il y aurait une disparité entre le moment où on vous impose puis le moment où vous allez encaisser vos argents. Il y aurait un décalage de 2 ans. Puis ça, en fiscalité, c'est un peu pas rendre service au commerçant ou c'est un peu trade pour le commerçant de devoir s'imposer sur des revenus, sachant très bien que son argent va rentrer dans 2, 3, 4 ans. En comptabilité, ça n'existe pas cette provision-là, puis ça n'existe pas ce problème-là, parce qu'en comptabilité, qu'un commerçant mette ça dans ses revenus,
puis que l'argent rentre plus tard, c'est pas un problème en soi, ça ne transgresse pas les règles comptables. Mais en fiscalité, il y a un souci de plus. Le souci, c'est la vraie vie. Comment tu veux demander à un commerçant de payer ses impôts? Comment tu veux demander à ce commerçant-là de payer ses impôts si toutes ses ventes avec tous ses clients, c'est prévu que ça soit payable 2, 3 ans plus tard? Tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose de pas logique là-dedans. Donc, le législateur dit, je peux pas demander à un commerçant de s'imposer tout de suite puis de payer son impôt, là, de vraiment faire un chèque d'impôt, quand je sais très bien qu'il n'encaissera pas son argent avant 2, 3 ans. Fait que devant disons, cette logique-là, quand les ventes à crédit sont dues dans une période, à une date qui est plus loin que 2 ans de la date de la vente, effectivement, on peut reporter l'inclusion. Je vais vous montrer ça. Reporter l'inclusion veut dire qu'on va avoir droit à une déduction ici. On va avoir droit à une déduction pour... Je vais vous montrer un exemple d'ailleurs, là, ça va être beaucoup plus simple. Donc, les conditions sont ici. On va s'en tenir au bien. Les conditions, ils sont ici, sont importantes. Là, il y a 3 conditions. Je finis, je vous l'ai dit. Il faut vendre un bien. Donc, il faut être un commerçant qui est dans le domaine de la vente au détail. Là. Ça ne s'applique pas à la prestation de service. Évidemment, à la fin de l'année, il faut que tu attendes encore, faut que tu sois impayé. Là, si tu es un commerçant et tu as été entièrement payé, ne demande pas cette provision-là. Elle n'est pas pensée pour toi. Tu n'y as pas droit. Puis le plus important, je vais le mettre en rose pour être frappant. Le plus important, il faut que tout ou partie du prix de vente ne soit pas dû avant 2 ans suivant la date de la vente. Donc, c'est important que dans le contrat, le commerçant donne un délai de 2 ans ou plus pour finaliser les paiements. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le commerçant, dans le premier 2 ans, il ne sera pas entièrement payé, c'est certain, parce que le contrat donne cette flexibilité-là à l'acheteur, au client. C'est vraiment celle qui est en rose qui fait foi de tout. Donc, vous comprenez que si un commerçant fait une vente à crédit, puis ça dit, quand vous allez pour vrai chez... Je vais prendre un autre exemple que Bro et Martineau, là. Quels commerçants qui font des crédits puis que c'est payable maintenant, là? En tout cas, moi, je me fais livrer du gaz naturel chez nous, en tout cas. Là. C'est un exemple que vous ne connaissez peut-être pas, mais je reçois la facture. Ouais, je reçois la facture, c'est payable tout de suite. C'est clair. Des fois, je tarde un peu. Là. Moi, ça prend un mois et demi avant que je le paye. Fait que s'il y a une fin d'année, je suis un compte à recevoir. Mais il faut qu'il s'impose dessus, le commerçant qui me vend le gaz. Et il n'a pas droit à cette provision-là parce qu'il ne rentre pas dans la condition rose. Il ne me donnait pas 2 ans pour payer. C'était payable maintenant. Donc, vous comprenez que ça vise vraiment des commerçants qui prévoient des contrats puis qui donnent vraiment un lousse de 2 ans pour finaliser les paiements. Donc, dans ce cas-là, la provision, on va aller l'avoir avec un exemple. Là. Elle se calcule en fonction d'une certaine formule. C'est-à-dire qu'on va permettre aux commerçants de ne pas s'imposer au complet. La formule est ici. Je ne vous la lis pas, là. On va être beaucoup plus facile. On va aller l'appliquer à un exemple. Et quand est-ce que la provision va se terminer? Cette provision-là, elle est bonne pour l'année de la vente. Elle est bonne pour 3 ans, finalement. Donc, après 36 mois, qui est l'équivalent de 3 ans, après 3 ans, on ne peut plus prendre cette provision-là. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Vous êtes un commerçant, vous vendez un bien 50 000 $, peu importe le bien. Ce bien-là vous avez coûté 40 000 $. Donc, vous êtes, imaginez un fabricant de machines industrielles, là, puis vous vendez à d'autres entreprises, vous vendez des grosses machines, vous les vendez 50 000 $, et vous coûte 40 000 à produire, fait que vous faites un bénéfice de 10 000. Le problème, c'est que ce n'est pas payable tout de suite. Quand vous vendez une machine 50 000, vous voyez le mode de paiement que vous offrez à vos clients. Il n'y a pas un client qui paierait ça comptant, il n'y a pas un client qui paierait ça sur un mois. Vos clients, vous, sont dans le domaine de la construction. OK? Puis, je ne sais pas si vous savez, mais un client dans le domaine de la construction, là, quand ça fait des routes, là, ça prend des fois 1 an, 1 an et demi avant d'être payé par le ministère des Transports. Fait que si tu dis à ton client qui fait des routes, moi, je te vends la machine, puis c'est payable maintenant, il va dire, oublie ça. Ta machine, je n'ai besoin là, puis moi, je ne recevrai pas l'argent. Le client va dire, moi, je vais être payé beaucoup plus tard, fait que je te paierai beaucoup plus tard. C'est un effet de domino. Donc, OK, pour être là, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez vendre de vos machines, il faut être souple. Voici vos modalités de paiement. C'est 10 000 $ payables maintenant, puis 10 000 $ payables par an, payables au cours des 4 prochaines années. Donc, vous comprenez, votre contrat dit au client, tu me donnes 10 000 maintenant,
10 000 dans un an, 10 000 dans 2 ans, 10 000 dans 3 ans, 10 000 dans 4 ans. C'est une vente à crédit, certes, mais un peu plus spéciale. Donc, si on va voir les inclusions que ça va générer, vous les avez ici. Donc, premièrement, il faut s'imposer sur le 50 000. Donc, il y a 10 000 qui est reçu, 40 000 qui est à recevoir. Il faut s'imposer sur le 50 000. On peut déduire 40. Donc, on retrouve notre 10 000 ici, de bénéfice. On retrouve notre 10 000 de bénéfice ici. Et c'est là que rentre en jeu la provision. Si on ne faisait rien, on imposerait au complet le 10 000 maintenant, qui est le bénéfice de la transaction, 50 moins 40. Sauf que c'est pas équitable envers le commerçant, c'est ça la logique, parce que le commerçant, il étale ses encaissements. Il a accepté d'être payé sur 4 ans. Donc, quand on va voir les conditions ici, là, pour avoir droit à la provision, les 3 sont satisfaits. On est en présence de quelqu'un qui a vendu un bien. À la fin de l'année, il n'était pas totalement payé, c'est clair, à la fin de l'année 1. Mais surtout en rose, dans le contrat, il y a certains paiements qui dépassent le 2 ans. Fait que c'est ça qui donne le droit à la provision surtout. Donc, on va aller voir le calcul de la provision, puisque vous y avez droit. Il est présenté ici. On va prendre votre bénéfice brut, 10 000, le profit que vous avez fait sur la transaction finalement, et on va vous permettre d'en sortir une partie de vos revenus. La partie qu'on vous permet de sortir, c'est une fraction. La fraction, on dit, quel est le prix de vente total de cette machine-là? 50. Et sur 50, combien es-tu encore en attente de recevoir? Combien d'argent tu n'as pas reçu encore à la fin de la première année? Ben là, j'ai reçu 10, il m'en reste 40 à recevoir. OK. Donc, 40 cinquantièmes, ça se trouve être la fraction de l'argent que tu n'as pas reçu. Donc, cette fraction-là, on va l'appliquer à ton bénéfice, puis tu peux sortir ça de ton revenu d'entreprise. Donc, 4 cinquièmes de 10 000, ça fait 8 000. Donc, tu peux sortir 8 000 de ton revenu. Tu vas t'imposer sur 10 moins 8, tu vas t'imposer sur 2. Donc, je répète, parce qu'une partie de ton argent n'est pas reçue cette année, 4 cinquièmes à vrai dire, tu peux sortir 4 cinquièmes de ton bénéfice, de ton revenu, puis pas t'imposer tout de suite. Tu t'imposes donc sur 2. On continue, on se transpose un an plus tard. L'année 2, ta machine est déjà vendue, mais qu'est-ce qui va se passer l'année 2? Tu vas encaisser un 10 000 à chaque année. Donc, on va aller voir ce qui va se passer. Si on se transpose un an plus tard, ce qu'il faut faire, c'est que chaque provision que tu as déduit une année, tu dois faire un lien, puis automatiquement la réimposer l'année suivante. Donc, l'année suivante, tu vas t'imposer sur 8 000, qui est la portion que tu avais enlevée de tes revenus l'année d'avant, et tu vas te re-questionner l'année 2. Est-ce que j'ai encore droit à une provision? Bon, on va aller voir. Est-ce que tu rencontres encore les critères? 1 et 3, là, 1 et 3, les critères ici, là, 1 et 3, tu n'es pas besoin de les lire à chaque année. Si tu as dit oui au début, c'est encore oui. As-tu vendu un bien? Oh oui, j'ai dit oui l'année passée. Ben, c'est encore oui cette année. 3, est-ce que dans ton contrat, il y a certains paiements qui étaient dus plus de 2 ans? Ben oui, je t'ai dit oui l'année passée, c'est encore oui cette année. Pas besoin de vérifier ça. Le 2, il faut le vérifier, par exemple. À la fin de l'année 2, est-ce que tu as tout encaissé ton argent ou il t'en reste encore à recevoir? Il en reste encore à recevoir. Ben voilà, l'année 2, tu peux reprendre une nouvelle provision. On refait le même exercice. Bénéfice 10 000. Prix de vente total de la machine 50. Mais au numérateur, maintenant, positionne-toi à l'année 2. Combien te reste-t-il à recevoir? Ben, j'ai reçu 10 à la signature, puis j'ai reçu 10 l'année 2. Fait qu'à la fin de l'année 2, il me reste 30 à recevoir. Ben, conséquemment, tu peux sortir, puisqu'il te reste 30 cinquantièmes à recevoir, tu peux sortir 30 cinquantièmes de ton bénéfice. Et tu peux sortir 6 000. Plus 8, moins 6, tu t'imposes sur 2. Toute provision prise une année, moins 6, l'année suivante, doit être réimposée. Donc, l'année suivante, tu t'imposes sur 6. Je vais aller un peu plus vite, là, ça met toute la même affaire. Donc, l'année suivante, on se dit, OK, je m'impose sur 6, mais est-ce que j'ai encore droit à une provision? Ben, on va voir les conditions. Tu y as encore droit. Tu as vendu un bien. Il y avait une partie des paiements qui étaient dus plus de 2 ans. Tu as dit oui déjà à ça. Et surtout, la condition numéro 2, à la fin de l'année 3, est-ce que tu es encore en attente d'une partie de ton argent? Bien sûr. Donc, l'année 3, tu as encore droit à une provision que tu vas calculer de la même façon.
Il me reste 20 cinquantièmes à recevoir, donc je peux prendre une provision de 20 cinquantièmes. Je prends une provision de 4. Plus 6 moins 4, je m'impose sur 2. On va les mettre en bleu, les impositions, là, peut-être, finales, pour les faire ressortir. Là. Année 1, année 2, année 3. On s'en va à l'année 4. Toute provision prise l'année d'avant doit être réimposée, donc ça ne vous surprend pas que je me réimpose sur 4. On est rendu la 4e année. Et je me pose la question, est-ce que je peux prendre encore une provision la 4e année? La réponse, c'est non. La provision est finie la 4e année. Donc la provision, elle est bonne pour 3 ans. La 4e année, c'est fini la provision. Tu n'y as plus droit. Donc la dernière année, tu vas subir le plus 4000 et c'est 0 provision. Donc plus 4 moins 0, tu vas t'imposer sur le 4000 final. Ça a l'air bien compliqué tout ça, là. Regardez le résultat final pour le commerçant. Êtes-vous d'accord avec ça? L'année de la vente, il s'est imposé sur 2. Le résultat net, il est en bleu. Hein? Dans mon écran, il est en bleu. Regardez les bleus, là. 2, 2, 2, 4. Donc, si on résume, le commerçant s'est imposé sur 2000, 2000, 2000, puis 4000. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée. Le commerçant s'impose sur 10. Mais est-ce que vous la voyez, l'utilité de cette provision-là, ou vous la voyez, vous trouvez juste compliquée pour rien? Il y en a qui ont le goût de dire qu'est-ce que ça donne là, si on s'impose sur 10, tout ça pour ça? Ou vous voyez une utilité pour un commerçant? Ben, on reporte l'impôt, là. Un commerçant est bien content de s'imposer sur 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, plutôt que sur 10. Plutôt que sur 10 dès la transaction. Donc, imaginez, la facture d'impôt est beaucoup plus étalée dans le temps, c'est beaucoup plus facile de faire face à son impôt quand c'est réparti comme. En tout cas, moi, si on me donnait l'option de mon salaire cette année, là, hey Nicolas, ton salaire cette année à l'université, on te propose de l'étaler sur 4 ans. Parfait. Je dirais oui tout de suite. Donc, imaginez comme un commerçant est content de ce résultat-là. Ça, c'est grâce à la provision qui est permise pour un commerçant qui a fait crédit, je le rappelle, un crédit important sur plus de 2 ans. Je ne dirai jamais assez. Est-ce qu'il y a des questions sur cette provision-là? OK, on continue alors. Toujours dans la. C'était la plus compliquée, là, je peux vous rassurer. Donc, elle, je la verrai pas. Donc, on s'intéresse toujours aux provisions qui sont déductibles. Il n'y a pas grand-chose à dire, là, c'est écrit ici. Mais c'est pas important. OK? On va aller à la suivante. 3, 2, 7. Un mot pour vous dire que un commerçant peut déduire. Évidemment, là, un commerçant peut déduire le montant qu'il rembourse à un client. Vous allez me dire c'est évident, mais il faut que ça soit écrit pour que ça s'applique. Donc, si vous êtes encore une fois, vous vendez un bien 400$ à un client, vous êtes un Brouille Martineau, vous vendez un bien 400$ à un client, bien sûr, c'est imposable. Puis là, le client, 2 semaines après, il revient et il dit « Ah, je n'ai pas besoin finalement. » Fait qu'il se passe quoi dans les faits? Quand il retourne le bien, le client, toute la transaction s'annule en bout de ligne. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Le client vous ramène le stock, vous lui redonnez son argent. Fait que si la transaction s'annule, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau fiscal? Il faut aussi l'annuler. Donc ici, 327 va te permettre une déduction de moins 400. Lorsque tu annules une transaction par un remboursement au client, évidemment, fiscalement, tu dois annuler ça aussi. Résiliation d'un bail. Provision suivante. Je vais essayer de ne pas m'éterniser parce que c'est pas super fréquent, cette provision-là. Ça vise des contribuables très, très précis qui exploitent des centres commerciaux. Donc, si vous avez un commerçant imaginez qu'il est propriétaire d'un centre d'achat puis qui loue ses espaces commerciaux. Et imaginez que ce commerçant-là c'est ça le contexte, là, qu'il doit payer un montant important pour résilier un bail. La question, c'est comment on va déduire ce montant-là. Est-ce qu'on peut le déduire au complet cette année ou il y aurait lieu d'étaler avec une provision la déduction sur plusieurs années? Vous devinez que la réponse, c'est qu'on va l'étaler. Je vais tout de suite vous donner un exemple. Là.
Imaginez que votre entreprise, vous êtes le propriétaire d'un centre d'achat, OK? Je sais pas moi, imaginez le Galerie du Cap, juste pour dire, là. Puis là, vous louez, imaginez Galerie du Cap en passant sans Walmart. Fait que vous n'avez pas de Walmart dans le centre d'achat, vous louez à plein de petites boutiques. Une petite boutique de, qu'est-ce qu'il y a dans ce centre d'achat-là? Il me semble qu'il y a une animalerie, il y a une couple de boutiques de linge, il y a un plan de sport, puis il y a une boutique de fleurs séchées qui s'appelle Fleurs exotiques incorporées. Puis là, votre centre d'achat, pas trop d'achalandage, pas trop populaire. Il y a un tiers du centre d'achat qui est pas loué. Tu sais, c'est pas rose-rose comme. La clientèle n'est pas très très présente, donc vos loyers, vous pouvez pas les vendre cher, cher, cher. Tu sais, c'est pas rose-rose. Puis là, vous recevez un appel, vous, le propriétaire du centre d'achat, de Walmart Canada, imaginez, qui vous dit, on vient de faire des études, puis un seul Walmart à Trois-Rivières, parce qu'il y en a un à Trois-Rivières-Ouest, c'est pas suffisant. On va en mettre un à l'est, au Cap-de-la-Madeleine. On voudrait donc mettre un Walmart chez vous. Pour ça, il faudrait occuper la moitié de votre centre d'achat. Ouf! Là, tu reçois cet appel-là, là, les signes de dollars te tournent dans les yeux. Là, enfin, ton centre d'achat va pouvoir avoir. C'est incroyable, l'effet que ça va avoir sur ton centre d'achat, la clientèle que ça va drainer, l'augmentation des loyers que tu vas pouvoir charger à tout le monde parce qu'il va y avoir une clientèle énorme dans le centre d'achat. Le problème, c'est quoi? Tu n'as pas d'espace. Tu as un tiers de libre. Toi, tu as des beaux commerciaux à respecter avec tous tes locataires, y compris fleurs séchées et autres. Et il te manque fait que faut que tu règles ce problème-là. Donc, pratico-pratique, ce qui va arriver, c'est que tu vas aller voir tes locataires actuels. Tu vas leur dire, je sais que j'ai un bail commercial avec toi pour 3-4 ans encore, mais j'aurais besoin que tu t'en ailles parce que je vais accueillir un nouveau locataire. Tu t'accepterais-tu de t'en aller? Il va dire non. Fait que comme quand quelqu'un te dit non, qu'est-ce que tu dois faire dans le monde des affaires? Tout s'achète. Combien tu veux? Combien tu veux? Je te donne. Ben là, je pense que mon argent n'est pas énorme dans mon exemple. Là. Je sais pas ce qu'on s'entend pour 1200. C'est écrit? C'est pas beaucoup 1200, hein? L'autre page, merci. Je pense qu'on s'entend pour 1200, là. C'est pas réaliste, vous me direz, là. Mais là, je négocierais, là. Bon, 500, puis tu t'en vas. Non. 600, 700, non. 1000, non. Combien tu veux? Je veux 1500. Je t'en donne 1200, c'est mon dernier mot. OK, ben, là, finalement, on s'entend. Donc, je vais donner, moi, le propriétaire, 1200 $ à mon locataire, puis je pourrais faire ça plusieurs fois. Je vais simuler juste une fois. Là, on donne 1200 $ à notre locataire pour qu'il quitte. Donc, on paye pour la résiliation du bail. La question, c'est-tu déductible? Moi, là, quand je fais mon rapport d'impôt, est-ce que je peux déduire entièrement, je mets un gros point d'interrogation, c'est ça la question que je vous pose. Est-ce que je peux déduire entièrement ce que j'ai payé à Fleurs Séchées pour résilier le bail que j'avais avec elle? Ou il n'y aurait pas une logique de dire, ouais, mais Fleurs Séchées est encore contractuelle avec toi pour 4-5 ans, je pense. Il n'y aurait pas lieu d'étaler cette déduction-là sur le résiduel du bail qui me restait avec le locataire. C'est ça qui va arriver. Donc la réponse, c'est pas, on ne peut pas le déduire au complet cette année. Il va falloir étaler. Qui dit étaler dit, on vient d'étaler dans l'exemple précédent, dans le point précédent, là, le 10 000 $, on l'a étalé 2 000, 2 000, 2 000, 4 000. Qui dit étaler dit provision. Donc, il va y avoir une provision qui va permettre ou qui va exiger qu'on étale ce paiement-là en déduction sur plusieurs années, c'est-à-dire sur la durée restante du bail, ce qui nous restait au bail. Donc, techniquement, c'est sûr que ça n'arrive pas souvent, là, ces exemples. Donc, la règle, je vais juste vous la mettre ici, là, puis on va aller vite l'appliquer. Là. La règle a dit le montant, 1200, doit être amorti linéairement sur la durée restante du bail. Donc, il faut aller calculer combien il restait d'années au bail, puis on va aller se prendre on va aller passer en déduction le montant sur la durée restante du bail. On l'a ici, la durée restante du bail. Donc, si on se met dans les dates là, qui sont dites dans l'énoncé, moi, j'ai signé un bail avec Fleurs Séchées le 1er janvier 2000 W. J'ai signé un bail de 5 ans. 4 ans? Je pense que c'est 4 ans. 1, 2, c'était 3 ans même. J'avais signé un bail de 3 ans avec Fleurs Séchées. C'était supposé de se finir ici. Dans les baux commerciaux, il y a souvent en annexe, ou en tout cas dans le contrat, ce qu'on appelle une option de renouvellement. Est-ce que vous savez c'est quoi une option de renouvellement?
c'est une option qui permet au locataire, à la fin du bail de 3 ans, qui lui donne le droit au locataire, s'il le souhaite, de renouveler le bail pour une autre période. Donc ça évite de devoir se réasseoir pour renégocier. On peut prévoir à l'avance qu'à la fin de 3 ans, si Fleur Séchée veut rester, je pourrais lui donner l'option de rester encore. Là, je dis, j'espère que j'ai pas mis ça dans le bail, je m'en vais lire. Oui, j'y avais donné l'option à Fleur Séchée de renouveler pour 2 ans de plus. Fait que ça va aussi rentrer ça et ça va aussi compter dans la période d'amortissement. Donc, vous voyez, il va falloir, je vais changer de couleur, il va falloir que j'étale mon paiement au niveau fiscal, il va falloir que j'étale ma déduction, sur toute la durée qui me restait. Fait qu'on va calculer ça en mois. Moi, j'ai payé Fleur Séchée le 31 mars. Quelqu'un pourrait me dire combien il y a de mois entre le 31 mars qu'il y a là, date où je paye Fleur Séchée, 1200, et la fin du contrat que j'avais avec elle, qui m'amène en 2000 AA. Vous aidez, là, 9 mois ici, 12 ici, 12 ici, 12 ici. Fait que j'étais à contrat encore pendant 45 mois. Donc, tout le monde est capable de faire un amortissement linéaire. Dans mon premier rapport d'impôt, quelle fraction je vais déduire? 9,45e, fine. Dans le deuxième rapport d'impôt, je vais déduire 12,45e. Dans le troisième rapport d'impôt, je vais déduire 12,45e et ainsi de suite. Donc, ma déduction va se prendre sur 4 rapports d'impôt. J'évite les calculs, vous êtes tous capables de faire ça. Je vais juste aller vous montrer la conclusion à la fin, qui n'est pas surprenante. Donc, finalement, mon 1200, je l'ai pris année 1, année 2, année 3, année 4. Exactement comme on vient de le dire. Donc, ça ici, c'est le fameux 9,45e, alors que les 3 autres, c'est les fameux 12,45e. Ça donne bel et bien 1200. Rien ne se perd, rien ne se crée, ce n'est que de l'étalement. C'est assez spécifique, là. Regardez, vous risquez de faire carrière sans faire le rapport d'impôt d'un propriétaire de centre d'achat à qui ça arrive. Mais il fallait quand même le voir. On continue. Sont déductibles certains frais de congrès. On a l'air à changer de sujet, là, mais à peine. Mais on est toujours dans le monde des déductions. Donc, c'est pas tant une provision ou une réserve, mais ça vaut la peine. Il y a des restrictions aussi au niveau de la déduction des frais de congrès. Donc, une entreprise qui vous savez c'est quoi, hein, les entreprises qui envoient leurs employés participer à des congrès. Dans votre esprit, qu'est-ce qui se passe dans un congrès? Dans votre mot, là? Peut-être vous n'êtes jamais allé. Qu'est-ce qui se passe dans un congrès? C'est pas juste du plaisir, puis oui, ça peut être plaisant, mais à la base, effectivement, c'est du réseautage, de la formation, partage d'idées, fait que c'est quand même très courant, puis honnêtement, c'est pas juste la fête, là. Les entreprises n'enverraient pas des employés en congrès sans arrêt si c'était juste pour faire la fête. Il y a une base de réseautage, il y a une base d'échange d'idées, de formation. Donc, c'est tout à fait courant que les entreprises envoient des employés participer à des congrès et c'est déductible, vous devinez, avec des limites. Avec des grosses limites, justement pour éviter les abus. On regarde les limites. Maximum 2 congrès par année. Je vais mettre un bémol là-dessus tout de suite. Donc, dans la loi, c'est écrit qu'une entreprise peut participer, entre guillemets, à 2 congrès maximum par année. Donc, ça voudrait dire que si tu envoies tes employés, si toi, tu es une entreprise on disait une entreprise qui fabrique des machines, là, puis qu'il y a plein de congrès qui t'intéressent, puis que tu envoies tes employés à 5 congrès, un là, un là, un là, un là, un là, que devras-tu faire? Tu en choisis 2, puis tu les déduis. Choisis, mais il y en a 3 que tu ne déduiras pas. Lesquels vas-tu prendre? Évidemment, les plus coûteux. Là, nuance, ça c'est écrit dans la loi. On a posé la communauté a posé la question à l'ARC puis aux législateurs. Comment pouvez-vous donner la même règle aussi rigide de 2 congrès par année à toutes les entreprises du Canada? Voyons donc. Tu donnes la même limite à une entreprise à Trois-Rivières qui a 5 employés qu'à une multinationale à Toronto qui a 5000 employés. Tu imagines le Microsoft Canada qui sont situés à Toronto, qui ont 5000 employés, qui ont la même limite pour envoyer leurs employés en congrès que, qu'est-ce qu'on pourrait nommer à 5 employés à Trois-Rivières, je ne sais pas, mais vous voyez la disparité, ça n'a aucun sens. Fait que, effectivement, l'ARC a dit 2 congrès par année, là, pour des très grosses entreprises, on va l'appliquer avec souplesse.
Et le maximum, pour une très grosse entreprise, le max qu'ils répondent de l'ARC, c'est que la limite, ils vont l'appliquer par secteur de l'entreprise. Donc, pour une très grosse entreprise à Toronto, par exemple, la limite, ça serait, l'ARC dirait, on vous accorde 2 congrès pour le service des finances. On vous accorde 2 congrès maximum pour le service des communications. 2 congrès maximum pour le service du marketing. 2 congrès, on prendrait chaque service de la grosse entreprise, puis on demanderait à chaque service de se limiter à 2 congrès par année. Évidemment, là, sinon, ça fait aucun sens. Autre limite, le congrès doit être en relation avec l'entreprise et il doit être tenu par une organisation commerciale ou professionnelle. Donc, si tu es un dentiste, tu n'as pas d'affaire d'un congrès de coiffeur ou de coloriste. Si tu es un dentiste, tu as d'affaire d'un congrès de dentiste. Et il faut que ton congrès soit tenu par un ordre professionnel. Donc, il faut que ce soit l'Ordre des dentistes du Québec ou le regroupement des dentistes, peu importe, vraiment une organisation professionnelle qui organise le congrès. 4-5 chums qui ont étudié ensemble, puis qui se disent, on se fait un congrès en fin de semaine, c'est pas un congrès. C'est pas organisé par une organisation commerciale. Et super important, il doit y avoir un rapport entre le lieu du congrès et le territoire sur lequel tu exploites ton entreprise. Si tu es un dentiste au Québec et que l'Ordre des dentistes du Québec fait un congrès, ça n'a pas d'affaire à être à Hawaï. Aucun rapport. Il faut que ça soit au Québec. Si tu participes à un congrès pan-canadien organisé par l'Ordre ou le regroupement canadien des dentistes, il faut que ça soit quelque part au Canada. Puis effectivement, si tu participes à un congrès international de denturologie, ben là, ça peut être un peu partout sur la planète. On devine que là, ça va être un endroit agréable. Aussi, donc, ces conditions-là doivent être respectées pour qu'on accorde la déduction pour frais de congrès. Oui? Pour les conférences, comme pour les professeurs militaires, ça va partout dans le monde pour des conférences, ça entre pas dans le congrès. Oui. Oui, mais je dirais que j'ai 2 réponses à vous proposer. Possiblement qu'on peut prétendre que le congrès, le lieu du congrès, autrement dit, un professeur qui fait des recherches, c'est pas propre à un territoire précis, là. Ça peut être propre à n'importe. Donc, qui aille à l'extérieur pour participer à un congrès, je ne sais pas s'ils invoquent le dernier argument, première réponse possible, ou peut-être qu'ils refusent la déduction tout simplement, mais l'université. Oui, c'est ça. Puis l'université ne doit pas être. Je me demande si elle est assujettie à l'impôt vraiment. Autrement dit, on n'est pas dans un contexte commercial, puis la question de la déductibilité n'est peut-être pas un enjeu aussi important que dans une entreprise commerciale qui paye vraiment ses impôts, là. Je fais attention à mes réponses, là, mais je ne la sais pas exactement, fait que je ne veux pas être trop ferme, mais c'est volontaire parce que je ne la sais pas exactement. Je pourrais m'informer, par exemple, c'est intéressant. Un mot sur. On finit sur les congrès. Admettons que tu peux déduire un frais de congrès. Vous devinez que au congrès, il y a aussi, en plus de la formation et du réseautage, il y a aussi des repas, puis aussi de la boisson. Je vous apprends rien. Puis qu'est-ce qu'il y a de particulier en fiscalité sur repas, boisson, divertissement? 50%. Fait qu'attention, très important dans le frais de congrès, d'aller isoler, d'aller extraire la portion repas, boisson, puis d'y appliquer le 50%. Fait que si ça coûte 1000 pièces aller en congrès, puis qu'il y en a 300 pièces qui est pour repas boisson, tu déduis le 700 restant, puis le 300 tu le déduis à moitié, parce que c'est des repas boissons. Tout le monde me suit? Le problème pratico-pratique, c'est que souvent c'est pas inscrit sur la facture. Tu fais quoi quand l'organisation te charge un frais de 1000 pièces de frais de congrès, tout inclus? C'est pas écrit sur la facture, là. Dans ce 1000 $ est inclus 300 $ pour vos repas et vos boissons. Tu le sais pas. Tu sais que c'est inclus, mais tu sais pas c'est combien. Fait que c'est ça le problème pratico-pratique qu'on rencontre. Donc l'ARC répond, si tu n'es pas capable d'isoler la portion repas divertissement sur une facture de congrès, voici l'hypothèse, 50 pièces ici, 50 $ par jour par personne. 50 $ par jour par personne sont réputés être repas, boissons, divertissement. Donc, on se fait un petit exemple. Encore une fois, on disait que le frais de congrès, la facture est à 1000 $. Aucun détail. Imaginez que c'est un congrès de 3 jours pour 3 dentistes. Donc, ça, c'est pour 3 jours de congrès pour 3 dentistes.
Il faut être capable d'extraire combien de repas, boissons, divertissements là-dedans. Repas, boissons. On n'a pas le choix, on pose l'hypothèse du ministère. 50 $ fois 3 jours fois 3 personnes. Ça fait combien ça? 150 fois 3 fait 450. Donc vous l'avez votre portion repas. Fait que votre 1000 $, 450 $ sont repas et 550 sont pour le congrès. Donc ça ici, on peut le déduire au complet, la portion qui est ici. Et sur le 450, vous vous assurez d'appliquer un 50%. C'est bon? Trois dentistes, ça va prendre un S. Pardon. Des questions? OK. Trois dernières choses. Sont déductibles les frais de démarchage, les recherches d'emplacement, services d'utilité publique. Les articles correspondants sont ici, là, mais ça n'a pas d'importance. Les numéros d'articles n'ont aucune importance, je vous le rappelle. Les frais de démarchage pour une entreprise, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les frais les frais pour quand on fait affaire avec un lobbyiste. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un lobbyiste, même moi je ne suis pas sûr de ça. Ben, je sais c'est quoi, là, mais est-ce que c'est vraiment la bonne définition? Donc dans le monde des affaires, il y a des gens qui s'autoproclament être des lobbyistes. Être un lobbyiste, dans le jargon, c'est quelqu'un qui se dit tellement bien placé puis tellement bien connecté avec toutes les instances décisionnelles que si vous l'engagez, cette personne-là, pour vous représenter dans une demande quelconque, dans une démarche quelconque, il y a tellement des bons contacts, puis il y a tellement un bon réseau de connaissances que vous avez beaucoup plus de chances que votre demande soit acceptée si c'est lui qui la présente que si c'est vous-même qui le présentez. Je vous donne un exemple. Imaginez que, par passant, c'est interdit maintenant pour des anciens politiciens de faire ça, mais ce qu'on voyait qui était très maladroit, puis pour pas dire très peu éthique, qu'on voyait à l'époque, c'était un ancien ministre. Quelqu'un qui était ministre, imaginez, ministre de l'Agriculture. Donc, tu es le chef de tout le ministère de l'Agriculture, pardon. Puis là, tu démissionnes comme ministre. Puis là, le lendemain de sa démission, le ministre devient lobbyiste. Bien sûr. Imaginez. Puis là, il dit aux entreprises qui vont faire des demandes au ministère de l'Agriculture, il y a des entreprises qui font des demandes de permis au ministère de l'Agriculture, ce lobbyiste-là dit, toi, là, tu as le choix. Tu peux aller faire ta demande de permis tout seul, auprès des fonctionnaires, bonne chance, ou tu pourrais, en me payant, là, je pourrais te représenter. Fait que donne-moi ton dossier, moi je vais y aller la faire ta demande de permis. Imaginez la situation. Qui arrive devant les fonctionnaires pour faire la demande de permis? L'ancien ministre de la veille. L'ancien ministre qui était ton patron la veille, puis qui disait quoi faire, puis à qui tu n'osais même pas lui parler tellement que tu l'estimais, ce ministre-là. Ben, le lendemain, il t'arrive d'en face, puis il te demande un permis pour une entreprise. Imaginez l'inconfort, imaginez le manque de distance, puis imaginez le pouvoir indu que ces gens-là avaient. Fait que c'est ça un lobbyiste, une personne qui se dit très influente, puis qui aujourd'hui, moyennant un horaire, va faire des demandes à la place des entreprises. Les anciens ministres ou les anciens politiciens, ils ne peuvent plus faire ça. Ils doivent attendre une période de grâce de 5 ans, je pense, avant d'avoir le droit d'être lobbyiste. On a essayé d'encadrer un peu plus cette activité-là en demandant que tous les lobbyistes s'inscrivent à un registre, comme un registre de délinquants, là. Mais ils ne sont pas délinquants, eux, mais on leur demande de s'identifier puis de dire qu'ils sont des lobbyistes. Donc, ça existe encore, plus des anciens politiciens, heureusement, là, mais il y a des gens qui vont encore prétendre qu'ils seraient mieux placés que vous pour faire vos demandes, puis en moyennant un horaire de vous représenter. Bref, si vous payez pour ça, je dénature pas ça, puis je dis pas que ça se peut pas. Si vous payez pour ça, c'est déductible. D'accord? Recherche d'emplacement. Dans le même ordre d'idée, il est aussi possible qu'on paye un consultant pour nous aider à trouver un emplacement pour installer notre entreprise. Donc, si on paye quelqu'un pour faire une recherche d'emplacement, c'est déductible. Imaginez que vous voulez, on va faire une petite histoire là,
Vous voulez vous ouvrir un Starbucks Café à Trois-Rivières. Vous savez qu'il y en a peut-être un dans le Target, mais il a fermé, il va fermer ou il a fermé. Fait que là, vous voyez l'opportunité. Puis vous dites, je vais m'ouvrir un Starbucks Café. Première chose, il faut aller faire des démarches auprès du franchiseur. Il faut aller faire des démarches pour avoir la franchise. Fait que vous allez faire affaire avec un lobbyiste. Il y a un gars qui va vous dire, moi j'ai tout fait les demandes pour toutes les franchisés Starbucks au Canada. OK? Je la connais, la routine, je connais les fonctionnaires, je sais ce qu'il faut dire, je sais ce qu'il faut pas dire. Fait que tu as le choix. Soit tu es un flot, tu sors de l'école. Soit tu y vas tout seul faire ta demande, ou tu contractes mes services, puis je vais y aller à ta place faire ta demande. Fait que première étape, tu vas payer un lobbyiste pour aller faire ta demande auprès du franchiseur. Déductible. Tu l'as ta franchise. Yes, bravo, tu l'as ta franchise. Faut que tu t'installes un magasin maintenant. Où tu vas l'installer, ton magasin à Trois-Rivières? Ton café? C'est qui ta clientèle type? Fait que, ça se peut pas que tu le saches pas. Admettons que tu le sais pas. Ah, je sais pas trop c'est qui ma clientèle type. Je sais pas trop où ils sont dans la ville. Fait qu'il y a des gens qui vont t'offrir de faire cette analyse-là. Ta clientèle type, c'est homme-femme, éduqué, collégial, universitaire, 21-39 ans. C'est ça ta clientèle type. Ils sont où à Trois-Rivières? Physiquement, ils sont où à Trois-Rivières, cette strate de clients-là? Ils sont probablement pas au Galerie du Cap. Fait que va pas t'installer ton café. Il faut que quelqu'un t'aide là-dedans. Il faut que quelqu'un t'aide à placer ton restaurant ou ton café à la bonne place. Va-t'en pas te mettre ça au Galerie du Cap s'ils sont pas là, les buveurs de café. Fait que bref, vous voyez qu'il y a des professionnels qui connaissent les marchés, qui peuvent cartographier les marchés, puis les villes aussi, puis peuvent beaucoup vous aider dans votre recherche d'emplacement. C'est déductible. Et finalement, une fois que vous avez parti votre café, parce que vous avez eu le permis, vous avez le bon spot, vous partez, vous n'avez pas le choix, hein, tous les Starbucks sont pignon sur rue, donc vous n'avez pas le choix de faire une bâtisse, tatata, et vous devrez vous connecter. Votre bâtisse devra être connectée au gaz, parce que à l'électricité, au gaz, téléphone ou égout. Tout ça, c'est déductible. Tous les frais de connexion de votre bâtisse ou de votre entreprise avec les différents services publics sont déductibles. Les étudiants, c'est quoi qui ont l'habitude? C'est quoi le risque ici, un étudiant ou un contribuable? C'est quoi le risque ici quand il se construit une bâtisse? Qu'est-ce qu'il risque de faire avec les frais pour se connecter au téléphone, les frais pour se connecter au gaz, à l'aqueduc, même aux égouts? Le risque, ou en tout cas l'erreur qu'on peut faire, c'est de les capitaliser au coût de la bâtisse. Le réflexe qu'on peut avoir, c'est de dire, ça fait partie du coût de construction, puis tout mettre ça avec le coût de la construction, puis aller capitaliser ça, puis bien sûr, par la mécanique d'amortissement, aller le chercher, mais c'est pas efficace. C'est beaucoup plus efficace, cette solution-là qui vous est permise, à savoir une pleine déduction l'année que vous les payez. Voilà, ça fait le tour de ma liste d'éléments déductibles. Donc, si je vous remonte le portrait, donc ce tableau-là, vous le regarderez encore, mais ça illustre pas mal le cheminement qu'on a fait. Mais si je vous remonte la table des matières, à partir du point 2 ici, qui sont les éléments à inclure, les éléments déductibles, qu'on vient de terminer parce qu'on est rendu au point 4, mais vous avez vraiment là, je vais l'écrire je vais prendre la peine de l'écrire sur celui que je peux écrire là. À l'examen, je tiens à le dire, à l'examen, bien sûr que ton calcul de revenu d'entreprise, tu devras le faire avec la conciliation. Ça, c'est clair. Mais retenez ce que je vais vous dire. À l'examen, si tu veux savoir comment se calcule un revenu d'entreprise fiscale, tout le monde sait c'est quoi le revenu d'entreprise fiscale? C'est le chiffre de sortie de ta conciliation, celui qui est en vert. Tu pars avec un bénéfice comptable, puis ce bénéfice comptable-là, tu essaies de le transformer en revenu d'entreprise fiscale. Donc, je répète, si tu veux savoir comment calculer un revenu d'entreprise fiscale, assure-toi de maîtriser les articles qui sont dans la fourchette noire que je dessine actuellement. Le point 2 au point 4 exclusivement ou inclusivement, parce que ça va aussi l'affecter, mais j'ai pas peur
d'arrêter ma fourchette. Si la fourchette que je viens de décider en noir, là, si tu ne maîtrises pas ça, comment veux-tu arriver à ta solution d'examen? Si tu ne maîtrises pas ça sur le bout de tes doigts, qu'est-ce qui est imposable, qu'est-ce qui est déductible, puis qu'est-ce qui ne l'est pas, si tu ne maîtrises pas ça sur le bout de tes doigts ou sur ta feuille d'annotation, comment veux-tu me faire une conciliation qui a du bon sens? Comment veux-tu faire les ajustements qui ont du bon sens si tu ne connais même pas les règles pour construire ton chiffre de sortie, qui est le calcul du revenu d'entreprise fiscal? Tout se joue là. Ceux qui vont être forts là-dedans, ça va très bien aller à l'intra. Ceux qui sont so-so là-dedans, ben, vous avez une chance sur 3 que ça aille bien à l'examen. Pourquoi avez-vous une chance sur 3? Parce qu'un singe à l'examen a une chance sur 3 de faire le bon ajustement. Un plus, un moins ou on fait rien. Fait que vous aussi, vous n'êtes pas des singes, vous êtes beaucoup plus intelligents que les singes, mais vous aussi, vous avez une chance sur 3, sans rien comprendre, de faire les bons ajustements. Mais de grâce, misez sur plus que ça, là. Alors que si vous maîtrisez tout ça, là, les ajustements, ça va y aller parfaitement. On continue? Nos discussions vont toujours affecter le revenu d'entreprise, mais dans une moindre mesure. L'essentiel, c'est vraiment ce qu'on avait dans les listes qu'on vient de terminer, là. On arrive dans une section qui s'appelle « Situation particulière », je crois, point 4. Donc, quelques règles particulières, toujours concernant le revenu d'entreprise, mais le nom l'indique. C'est pas mal des situations d'exception. C'est particulier. J'ai 6 situations particulières à discuter avec vous qui n'ont pas de lien. Ne cherchez pas un fil conducteur. Le seul lien, c'est qu'il faut connaître ces règles-là pour bien calculer un revenu d'entreprise. Un mot sur les rémunérations impayées. Un mot sur les rémunérations impayées, j'ai dit, ici. Donc, 4-1-1. 4-1-2 n'est pas du tout important. On s'en tient à 4-1-1. Il peut arriver en fin d'année écoutez-moi bien, il peut arriver en fin d'année qu'une entreprise déclare une rémunération à l'un de ses employés, mais que cette rémunération-là ne soit pas versée. Je vous apprends rien, dans le monde des affaires, c'est des choses qui arrivent. Ça, en fin d'année, une entreprise, par exemple, qui déclarerait un boni à un de ses dirigeants. On est rendu au 24-25 décembre, on évalue la performance des dirigeants, puis on décide que certains dirigeants méritent un boni. Et là, des fois, souvent, on déclare le boni. On dit un boni de 250 000 $, on le déclare à l'employé en question, mais on ne le verse pas. Pas tout de suite. On attend à l'année suivante pour le verser. C'est des choses qu'on voit. On pourra parler pourquoi on fait ça, mais c'est des choses qu'on voit. Moi, je pose la question, vous me voyez venir. Imaginez que vous êtes l'entreprise. Est-ce que c'est déductible, ça? Un boni ou une rémunération qui est déclarée en fin d'année, mais qui ne serait pas versée. Ça, quels sont vos... Une question comme ça, là, quels sont vos repères? À quoi devriez-vous vous référer pour répondre à cette question-là? À la comptabilité d'engagement. Que dit je vous l'ai dit, la fiscalité colle à la comptabilité d'engagement. Que dit la comptabilité d'engagement quand une dépense est encourue, mais non versée? Déductible. Pas drôle, je vais vous le dire. Donc, en fin d'année, la comptabilité d'engagement dit que si une dépense est encourue, est déductible. Qu'elle soit versée ou pas, on s'en fout. Maintenant, en fiscalité, si on accepte ce traitement-là, il risque d'avoir un problème ou une distorsion. Est-ce qu'il y en a qui la voient, la distorsion? Quel est le problème si on permet à une entreprise qui déclare une rémunération comme ça, de la déduire alors qu'elle n'est pas versée? Pardon? Transposez-vous une seconde dans le rapport d'impôt de l'employé. Qu'est-ce qui va se passer dans le rapport d'impôt de l'employé à qui, en fin d'année, on a déclaré une telle rémunération, mais à qui on ne l'a pas versé? C'est pas imposable. Les employés, eux, sont imposables sur une base de caisse. Fait que là, on a un problème quand il y a une transaction entre quelqu'un qui est sur une base de comptabilité d'exercice, les entreprises, puis quelqu'un qui est sur une base de caisse, les employés. On a un méchant gros problème. À l'avantage de qui? Cette situation-là est à l'avantage de qui? Déclarer une déduction qui serait déductible pour une entreprise, même pas imposable pour l'employé. Imaginez comment c'est beau pour les entreprises, ce scénario-là. Donc, si on laissait ça aller, malheureusement, toutes les entreprises feraient ça.
ça serait systématique tellement c'est avantageux de déclarer une rémunération en fin d'année parce qu'on a la déduction. Imaginez en 2013. Et on verse ça seulement en 2014. Ça peut être seulement en 2014. Voulez-vous que je vous dise c'est combien de temps entre les deux? Déclare ça le 29 décembre, verse ça le 2 janvier. C'est une fin de semaine de 4 jours. Fait que tu déclares ça le vendredi 28 décembre, tu verses ça le lundi 2 janvier. Et si on laissait les choses aller, qu'est-ce qui se passerait? La déduction se prendrait en 2013 dans la compagnie et l'inclusion se ferait 1 an plus tard pour l'employé, en 2014. C'est complètement... Ça n'a aucun sens. Donc, pour éviter ça, ou en tout cas, puis encore plus, imaginez que la compagnie décale, elle fait son paiement encore plus tard dans le temps. L'écart ici entre les deux, là, plus il est long, plus ça rend insoutenable cette situation-là. Donc, on a réglé ça en disant la chose suivante. Je vais vous souligner la règle. Ça dit la somme doit être versée au plus tard dans les 180 jours suivant la fin d'année afin d'être déductible. Donc, dit autrement, quand une compagnie déclare une entreprise déclare une rémunération, elle peut la déduire. Mais il y a un compteur qui part. Vous savez, c'est quoi un compteur? Tac, un sablier. Tac, tac, dépêche-toi de verser. Ce que tu viens de déclarer là, tu ne peux pas traîner. Tu as un délai pour le verser. Le délai, c'est tu as jusqu'à la fin de l'année, plus 6 mois. Donc, si on fait des calendriers, là, si ça c'est 2013, puis si ça c'est 2014, peu importe quand est-ce que tu es en 2000, quand tu fais ce geste-là en 2013, part un sablier, un compteur. Tac, tac. Voici ton délai. Tu as jusqu'à la fin de l'année, plus 6 mois. Ici, là, rendu le 30 juin 2014, si tu n'as pas versé à ton employé, c'est pas déductible. On va revenir dans ton rapport d'impôt et on va t'enlever ta déduction. Tu perds ta déduction. Donc, tu dois t'assurer de verser à ton employé très rapidement. Vous allez me dire, c'est pas si rapidement que ça. C'est quand même, on évite que ça étire. Donc, conclusion, l'avantage est toujours existant sur 1 an. Sachez ça. Toutes les entreprises le font parce que c'est légal de déclarer en 2013 puis de verser en 2014. Donc, toutes les entreprises le font, ils décalent d'1 an. Ta compagnie, c'est tout à fait légal, elle a la déduction en 2013, puis l'employé va s'imposer en 2014. Mais on ne peut pas faire plus que ça. On ne peut pas étirer plus que ça parce que la règle l'empêche. Oui. C'est 180 jours suivant la fin d'année de l'entreprise. Donc, si c'est une entreprise individuelle, c'est le 31 décembre. Si c'est une entreprise incorporée, ça peut être une autre date. Donc, on ne peut pas statuer que c'est toujours l'année civile. C'est propre aux fins d'année que l'entreprise a choisi. C'est bon? Donc, retenez ça. J'ai le temps de voir une dernière règle. Je suis tannant quand je parle de l'examen, là, parce que j'ai l'air à vouloir vous induire... mais je suis honnête quand je parle de l'examen. Là. Un des trucs à l'examen, c'est de voir des mots-clés. Il y a des mots, là... Je sais pas... Un peu plus tard dans le trimestre, on va avoir une règle sur les incendies. Qu'est-ce qui se passe quand un immeuble passe au feu? Mais quand vous, tu sais, à l'examen, quand vous allez voir le mot incendie, tu sais, il me semble que, pourquoi je parlerais d'un incendie à l'examen si c'est pas pour te mettre à la trace de la règle qui touche les incendies? Tu sais, à un moment donné, à l'examen, il faut qu'il y ait des mots-clés qui disent, regarde, là, c'est quasiment comme un gros flash qui clignote en disant, c'est le temps de parler de la règle sur les incendies. Ben, essayez de vous trouver des mots-clés comme ça où c'est inévitable que le prof t'amène ces mots-là t'amènent nécessairement à appliquer une règle. Rémunération impayée, là. À l'examen, si je te parle d'une entreprise en fin d'année qui déclare une rémunération, mais qui ne verse pas à son employé, tu sais, en une phrase, là, ça va te sauter d'en face que je t'amène sur cette règle-là. Si tu le vois pas, parce qu'à quelque part, c'est comme si dans ta tête, elle n'existait pas, cette règle-là. Tu sais, dans ta feuille d'annotation, il faudrait qu'à quelque part, ça soit, que tu te dises à toi-même, que tu te rappelles à toi-même que une rémunération impayée en fin d'année, ça déclenche quelque chose. Puis rendu à l'examen, tu vas me voir venir gros comme un camion dans une salle de bain. Là. C'est dur d'être subtil avec une règle de même. Là. C'est dur de vous passer ça subtilement. Ça vient gros de même. Là.
Il y en a même des fois qui disent, pour moi, il me piège. C'est pour moi, il veut m'amener sur le terrain. Alors, oui, sinon, je peux pas te piéger, c'est ça. Je veux te faire parler de ça, puis la seule façon de te faire appliquer ce règle-là, c'est en arrivant avec un gros contexte, gros comme un camion. Fait que, tu sais, dans les situations particulières qu'on s'apprête à voir, là, c'est un peu ça le truc. C'est assez facile dans cet esprit-là. Il faut juste les voir passer. On va en avoir une autre. Vous allez vite comprendre que ça va dans le même esprit. Une dernière avant la pause. Deux dernières parce qu'elles sont très faciles. Les entreprises, j'en parlerai pas à l'examen, ça c'est promis. Promis, là, 4-2, là. Mais un mot, quand une entreprise est dans le domaine de l'agriculture ou de la pêche, on lui permet dans son calcul de revenu d'entreprise d'utiliser la comptabilité de caisse. Ça va tout à l'encontre de ce que je vous dis depuis des heures. C'est pour ça que je ne veux pas trop qu'on en parle. Ça fait des heures que je m'époumonne à vous dire que le calcul de revenu d'entreprise fiscal repose sur la comptabilité d'exercice. Ben, je veux que vous restiez avec ça dans la tête. C'est ça. Il y a une petite exception, mais j'aime mieux pas en parler parce que j'ai peur que vous partiez avec ça. Puis que vous mettiez à faire de la comptabilité de caisse partout. C'est juste réservé à des entreprises d'agriculture et de pêche. Je pense que ces entreprises-là, souvent, ont une comptabilité assez simple. Puis des fois, moins de moyens pour avoir des comptables. Pas du tout ça de même, je m'avance là. Fait qu'on veut leur simplifier la vie. On veut leur rendre ça le plus simple possible, le calcul du revenu d'entreprise. Fait que quand tu dis à quelqu'un, ton revenu d'entreprise, là, quand l'argent rentre, c'est une inclusion. Quand l'argent sort, c'est une déduction. C'est ça la comptabilité de caisse, hein? Ben, tu y facilites pas mal la compréhension. Pas de provision, pas de réserve, pas de compte à recevoir, pas de provision pour mauvais compte à recevoir. Tu te sors tout ça, là. Tu t'exclus tout ça quand tu adhères à la comptabilité de caisse. Mais j'insiste, c'est juste pour les agriculteurs et les pêcheurs. Les travaux en cours, on finit avec ça. Bon, ouais, il me reste 10 minutes. Les travaux en cours. Pour les professionnels, vous avez certains professionnels, comptables, avocats, notaires, j'en oublie peut-être, qui ont dans leur jeu d'état financier un poste qui s'appelle travaux en cours. Avant de vous parler de la règle de fiscalité, avant de vous parler de comment on traite ça au niveau fiscal, des travaux en cours, dites-moi, selon votre compréhension, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est dans votre compréhension des professionnels qui, dans leur jeu d'état financier ou dans leur réalité, auraient des travaux en cours? C'est des honoraires qui vont rentrer bientôt. Pourquoi les honoraires vont rentrer bientôt? Parce que le client n'a pas toujours payé à l'avance? OK. Oui? Donc, on aurait encaissé l'argent, mais on n'aurait pas encore fait le travail, par exemple pour un avocat. Qu'est-ce que c'est dans votre esprit, puis réponds pas parce que tu as la réponse. Qu'est-ce que c'est dans votre esprit la différence entre des travaux en cours et des comptes à recevoir? Parce qu'on dirait que ça dit un peu, je vous écoute, puis on dirait que je confonds un peu les deux. Vous me dites, c'est du travail qui est fait, mais tu n'as peut-être pas encore été payé. C'est quoi la différence entre des travaux en cours et des comptes à recevoir? Il est là le point important. C'est la facturation. Monsieur l'a très bien dit. Donc, des travaux en cours et des comptes à recevoir, c'est la même affaire. La seule différence, c'est que le travail en cours, tu ne l'as pas encore facturé à ton client. Tu ne lui as pas encore émis de facture. La journée que tu vas lui émettre une facture, ça ne sera plus un travaux en cours. Ça va devenir un compte à recevoir. Donc, tu fais du travail pour un client. Donc, imaginez, tu as un comptable, un avocat. Tu travailles bien fort, jour et nuit, sur le dossier d'un client. Tu es rendu à 40 000 $ d'honoraires de travail fait pour le client. Et tu ne l'as jamais facturé encore. Mais ça s'appelle les travaux en cours. Imagine que la fin d'année tombe et que tu as 40 000 $ de travail fait que tu n'as jamais facturé au client. Donc, c'est pas un compte à recevoir, là. C'est pas une vente au comptant, puis c'est pas une vente à crédit, tu n'as même pas facturé. Selon la comptabilité d'exercice, donc selon les comptables, je vais changer de couleur. Selon les comptables, c'est jaune d'habitude, là. Notre bénéfice comptable il était jaune. Selon les comptables, c'est imposable. C'est quoi le chiffre que j'ai dit?
Jaune, c'est pas drôle, jaune sur blanc, je m'excuse, on va changer ça. Selon les comptables, c'est un produit. Donc, selon les comptables, on devrait le mettre ici, dans les produits. En fiscalité, c'est pas imposable. Donc, on permet de ne pas imposer les travaux en cours. Donc, choix d'exclure les travaux en cours, ça revient à dire de ne pas les imposer. On va l'imposer quand? Quand ça va être facturé. Aussitôt que c'est facturé, c'est plus un travail en cours, ça devient un compte à recevoir. Puis on en a parlé la semaine passée, 12.1b, 12.1a, toutes sommes reçues, on impose toutes les sommes reçues, 12.1b, toutes les sommes à recevoir. 12.1b va ramasser la vente à recevoir, il n'y a pas de problème. Mais tant que c'est pas facturé, 12.1b ne peut pas le ramasser. Mais on réussit, donc on l'exclut. C'est reporté d'un an en passant, parce que la plupart, tu vas facturer l'année d'après, là. C'est sûr que tu vas facturer l'année d'après, et on va l'imposer l'année suivante. Pourquoi c'est important de facturer rapidement? On finit avec ça. C'est pas la fiscalité qui dit ça, là. C'est pas la loi de l'impôt qui dit ça, mais c'est quoi le risque si un professionnel reste avec des travaux en cours? Tu sais, dans les bureaux comptables, là, tous les associés, le vendredi, ils font de la facturation. Ils font de la facturation. Tous les vendredis. Ça veut dire que les travaux en cours qu'ils ont fait dans la semaine, ils se dépêchent de les facturer le vendredi. Alors ça, ils recommencent à travailler le lundi, mardi, mercredi, le jeudi, puis tous leurs travaux en cours, ils refacturent le vendredi. Ils envoient des factures à leurs clients tous les vendredis. C'est parce qu'ils n'en veulent pas de travaux en cours. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive si tu accumules pour 40 000 $ de travaux, tu es un avocat, tu fais des travaux pour un client, toi, là, je fais un mandat pour toi, tu me dois 40, donc je t'ai pas facturé, mais j'en ai fait pour 40 000 $, puis elle fait faillite. Qu'est-ce qui arrive? Quand on fait faillite, le syndic de faillite va s'approprier son avoir, le syndic de faillite va prendre tous ses actifs, puis va les distribuer entre tous les créanciers qu'elle avait. Est-ce que moi, je m'inscris dans sa liste de créanciers? Est-ce qu'elle me doit 40 000 $? Pas en tout, parce que je ne l'ai jamais facturé. Ce qui crée l'obligation légale de payer quelqu'un, c'est la facturation. Tant que tu ne factures pas quelqu'un, tant que tu ne lui envoies pas une facture à son domicile ou à son adresse postale, il ne te doit rien. Fait que travailler des mois et des mois sur le dossier de quelqu'un sans jamais y envoyer de facture, tu prends des risques parce que tu accumules beaucoup de travaux en cours qui, au niveau légal, n'ont aucune valeur. S'il fallait que cette personne-là disparaisse, fasse faillite, c'est comme si tu n'avais jamais travaillé. Donc, on facture le plus souvent possible pour créer l'obligation légale en émettant des factures le plus souvent possible. Vous comprenez qu'au niveau fiscal, les travaux en cours, on n'a pas à s'imposer dessus. Je l'ai dit, on va s'imposer lorsqu'ils seront facturés et on présume que ça va être facturé assez rapidement, pour la raison que je viens d'expliquer. On se revoit dans... Moi qui ai des questions, je vous écoute. Je reste ici pour vos besoins. Et je vous dis rendez-vous à 10h, s'il vous plaît, 10h15.